Tout a commencé par un aboiement. Pas n'importe lequel, mais celui qui brise le calme comme un coup de tonnerre, transformant un mercredi matin endormi en un moment inoubliable. Un instant, le cours d'art plastique de Madame Carole, en 5e, était un mélange d'aquarelle et de bavardage. L'instant d'après, un berger allemand nommé Dante se précipitait vers un tableau accroché au mur du fond, dans Découverte, ses grognements ricochant sur les murs comme des coups de feu. Au début, tout le monde crut qu'il était devenu fou. Les élèves hurlèrent. Des pots de peinture se renversèrent, des pinceaux s'écrasèrent au sol. Et au centre, figé comme une statue, se tenait l'agent Daniels, le maître-chien de Dante. Les yeux rivés sur son compagnon canin, hésitant entre le maîtriser et le laisser faire. Ce tableau n'était pas seulement de l'art. Dante savait quelque chose. Et ce qu'il fit ensuite allait révéler un secret enfoui plus profondément que quiconque au collège Lincoln n'aurait pu l'imaginer. Mais revenons un instant en arrière. L'école avait récemment lancé un programme pilote associant des policiers locaux et des unités canines aux écoles. Il s'agissait d'une nouvelle initiative de sécurité suite à une série d'incidents dans les districts voisins. Dante, un chien renifleur de bombes à la retraite au dossier impeccable, fut affecté à Lincoln dans le cadre d'une mission de sécurité avec Pao. La plupart des enfants adoraient ça. Ils caressaient Dante dans les couloirs, lançaient des balles de tennis dans la cour et se disputaient les tours à qui le ferait faire pendant le déjeuner. Il était leur héros en fourrure, jusqu'au jour où il grogna devant le tableau. Le tableau avait toujours été là, accroché en hauteur sur le mur et de la salle 114. L'œuvre, presque du sol au plafond, était sombre et maussade, représentant un drapeau américain déchiré par le vent, avec les ombres de soldats s'étendant sur un paysage aride. Il a donné la chair de poule à la plupart des élèves, mais Madame Carole, une professeure d'art à la voix douce et au cœur endeuillé, a insisté sur son importance. C'est un morceau d'histoire, leur avait-elle dit. Personne ne l'avait remis en question, jusqu'à ce que Dante le fasse. C'est arrivé 10 minutes après le début du cours. Tandis que les élèves trempaient leurs pinceaux dans des plateaux et suivaient les instructions pour dessiner un souvenir d'enfance, Dante, habituellement posté discrètement au fond, près de l'agent Daniels, se leva. Puis il marcha, lentement et prudemment, vers le tableau. Au début, Daniels pensait qu'il reniflait les restes du déjeuner ou peut-être qu'un écureuil s'était faufilé à l'intérieur. Mais ensuite, le grognement a commencé, bas, menaçant, de plus en plus fort. Dante, non, dit doucement Daniels en se levant. Trop tard. Dante bondit. Il se précipita vers le bord inférieur du tableau, serra la mâchoire et déchira la toile. La toile se déchira comme un tissu sous une lame. Un halètement collectif emplit la salle. Le professeur hurla. Les enfants se réfugièrent sous les bureaux. Et derrière les lambeaux de l'œuvre se trouvait une poignée au oui, une petite poignée en métal rouillé encastrée dans ce qui semblait être un PAN de mur. Mais pas de plaque de plâtre. De l'acier, comme un panneau caché. Daniel se précipita, tira Dante par le harnais et fixa le métal exposé. La poignée était réelle. Le mur n'était pas ce qu'il semblait être. Appelez le principal Harding, dit-il à un élève à proximité. Tout de suite. La salle de classe se vida rapidement. Le couloir grouilla d'élèves désorientés, les murmures se répandant comme une traînée de poudre. Le chien était-il devenu fou? Avait-il senti une fuite de gaz? Était-ce de la drogue? Une bombe? Seul l'agent Daniels resta sur place, montant la garde devant la toile déchirée et la poignée mystérieuse. Madame Carole était assise sur sa chaise de bureau, visiblement secouée, les doigts tremblants, cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. Je ne savais pas que c'était là, répétait-elle sans cesse. Je jure que ce tableau est dans ma famille depuis mon enfance. Mon père me l'a donné. Daniels la croyait en grande partie, mais Dante ne mentait pas. Au milieu du chaos, la sono a grésillé, tous les cours doivent rester confinés jusqu'à nouvel ordre. Ce n'est pas un exercice. Ce qui se cachait derrière ce mur n'était pas qu'un placard. Si des histoires comme celle-ci vous ont touché, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Heroes for Animal,
où de vrais animaux deviennent des héros. Nous ne savions pas que nous avions besoin d'eux. Vous ne voudrez pas manquer ce que Dante découvrira ensuite. 1 heure plus tard, les démineurs arrivèrent. Ils inspectèrent la salle, examinèrent les registres de comportement de Dante et en forcèrent soigneusement la poignée à l'aide d'outils magnétiques et de scanners portables. Dans un grincement, la porte dérobée s'ouvrit en grinçant et une bouffée d'air froid envahit la salle de classe. Une pièce cachée, à peu près de la taille d'un dressing. Derrière le mur, l'espace était tapissé de vieux classeurs, de casiers rouillés, d'un magnétophone à bande et de piles de documents apparemment archivés. Il n'y avait ni explosifs, ni drogue. Mais l'odeur de l'ère ancienne, intacte, comme une époque révolue mettait tout le monde mal à l'aise. Daniels regarda Dante. Le chien était assis tranquillement, la queue immobile, les yeux rivés sur la pièce comme un soldat de garde. Quoi qu'il en soit, c'était plus grave qu'un chien hyperactif réagissant à de la vieille peinture et c'était loin d'être terminé. Le couloir devant la salle 114 était encore animé lorsque le surintendant du district arriva, flanqué de 2 enquêteurs en civil du ministère de l'Éducation de l'État. Personne n'avait encore prononcé le mot « couverture », mais la façon dont ils évitaient le contact visuel indiquait à l'agent Daniels qu'ils y pensaient déjà. À l'intérieur de la classe, l'air était devenu plus lourd, comme juste avant un orage. La toile déchirée gisait par terre, ces images patriotiques déchiquetées et froissées à côté du chevalet de Madame Carroll. Dante était assis au bord de la porte de la pièce secrète, parfaitement immobile, comme s'il montait la garde devant une tombe sacrée. Le proviseur Harding revint avec une lampe torche et un sourire forcé. On va garder ça secret pour l'instant. Pas de panique, parents. On dira que le chien a détecté de la moisissure ou une infestation de rongeurs. Daniels ne répondit pas. Il s'accroupit et éclaira l'ouverture avec sa propre lampe. L'espace n'était pas seulement un creux dans le mur, il s'étendait sur près de 2 mètres. Le sol était carrelé en linoléum style années 70, et une légère odeur chimique, antiseptique, évoquait une aile d'hôpital abandonnée. « Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça ?» a-t-il demandé à l'un des membres de l'équipe de déminage. « Non, » dit l'homme. « Mais je vais vous dire une chose, ce chien n'a pas trouvé d'explosif. Ce qui l'a poussé à s'attaquer à ce mur n'était pas une bombe. » C'est alors qu'ils ouvrirent le premier classeur. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de dossiers, certains portant le nom des élèves, d'autres des codes, projet TS, unité 14, documents de débriefing éco, tous tamponnés à l'encre rouge, confidentiel, défense élevée. Daniels recula. « Ça n'a aucun sens, » dit Harding, la voix légèrement brisée. « C'est un collège, mais ça n'a pas toujours été le cas. » D'après les archives municipales que Daniels consulta sur sa tablette dans le couloir, le collège Lincoln avait autrefois été un bâtiment administratif de l'armée de l'air pendant la guerre froide. L'école avait acheté la propriété en 1983 et l'avait rénovée, mais les archives suggéraient que certaines parties de la structure d'origine n'avaient jamais été démolies. Quelqu'un avait clos une pièce et l'avait cachée derrière un tableau. Et pendant plus de 30 ans, personne ne l'avait remarqué jusqu'à Dante. « Appelez l'archiviste, » dit Daniels. « Nous devons savoir ce que signifient ces codes, et il faut que quelqu'un reparle à Madame Carroll. » Au bout du couloir, Madame Carroll était dans le bureau de l'infirmière, sirotant de l'eau dans un gobelet en carton, visiblement secoué. Quand Daniel entra, elle leva les yeux, les larmes aux yeux. « Je l'ignorais, » dit-elle. « Je vous jure, monsieur l'agent, ce tableau, c'est mon père qui me l'a offert à la fin de mes études. Il était en poste quelque part en Europe dans les années 70. Il ne parlait jamais de son métier, il disait juste que l'art était sa façon de se souvenir sans parler. » Daniel s'assit à côté d'elle. « Sais-tu où il a trouvé ce tableau ? » ?»« Non, juste qu'il m'a dit que c'était sa dernière mission. » Un long silence s'écoula. Puis Madame Carroll dit quelque chose qui resta gravé dans la mémoire de Daniels toute la journée. Il avait dit un jour, « Certaines vérités sont mieux peintes que dites. » Je ne comprenais pas ce que cela signifiait. Peut-être que maintenant, je le comprends. De retour dans la chambre 114, l'un des enquêteurs a appelé Daniels. « Vous voudrez peut-être voir ça. »
Dans l'un des dossiers intitulés « Documents éco », ils trouvèrent une carte, dessinée à la main et légèrement coloriée. Elle montrait le terrain de l'école, mais en dessous se trouvait un deuxième ensemble de marquages, des tunnels, des salles et des points d'accès dont personne au conseil d'administration n'avait jamais entendu parler. Plus effrayant encore, la carte indiquait qu'une des sorties du tunnel menait à la centrale électrique locale. « Tu penses ce que je pense ?» demanda l'enquêteur. « Oui », dit Daniel. Ce n'était pas juste un espace de stockage. Cet endroit était conçu pour quelque chose d'actif. À ce moment-là, Dan grogna de nouveau un grognement sourd, à peine audible, mais suffisant pour attirer l'attention dans la pièce. Cette fois, il ne regardait pas le classeur, il fixait le sol. Daniel suivit son regard. Le linoléum semblait irrégulier, une légère décoloration près du mur du fond. Il s'agenouilla, épousseta une fine couche de poussière et découvrit ce qui ressemblait à une couture. « Passe-moi le pied de biche, dit-il. L'équipe a ouvert le panneau et a découvert une échelle menant vers le bas. Tout le monde dans la pièce s'est figé. « Ça continue ?» demanda Harding d'une voix à peine murmurée. « Apparemment, » dit Daniel. « Prends la lampe torche. » Je descends. Il s'arrêta au bord, regarda Dante, puis l'équipe. Et il vient avec moi. Ils descendirent prudemment. L'échelle grinça, mais tint bon. L'air se refroidissait à chaque pas. Au fond se trouvait une autre pièce, plus petite, plus sombre, mais visiblement conçue pour durer. Il y avait des écrans, des interrupteurs cassés, le long du mur, une série d'étagères remplies de bobines de bandes magnétiques. Daniel activa sa caméra. L'une des boîtes de cassettes était étiquetée protocole d'initiation du sujet 9 1975, et en dessous, à l'encre délavée, propriété de Layton Colache. Carole souffle de Daniel se bloqua dans sa gorge, c'était le père de Madame Carole. Quoi que cette pièce ait pu contenir, ce n'était pas seulement des secrets gouvernementaux. C'était personnel. Ils n'ont pas écouté la cassette, pas encore. Il leur faudrait un équipement spécial. Mais quelque chose disait à Daniel qu'ils étaient tombés sur une histoire qui attendait depuis des décennies d'être découverte. Et Dante, le chien qui avait aboyé sur un tableau, fut le premier à écouter. Le lendemain matin, l'école était silencieuse. Pas comme d'habitude, là où les élèves entraient en titubant dans la salle de classe et où les professeurs sirotaient un café tiède en parcourant les plans de cours, mais silencieuse comme un bâtiment qui retient son souffle. La salle 114 était sous clé, gardée par 2 agents du bureau du shérif. Un ruban jaune tendu sur la porte, tel un avertissement du passé, ne pas entrer. L'agent Daniels dormait à peine. Il avait passé la majeure partie de la nuit à surveiller. Dante arpentait le salon de son appartement. Le chien avait de nouveau cette expression, oreille dressée, queue basse, quelque chose pesant sur lui. Daniels avait déjà observé ce comportement. Sur le terrain, cela signifiait généralement que le travail n'était pas terminé. Aucun d'eux ne parvenait à se défaire de ce qu'ils avaient découvert, et maintenant ils avaient une boîte de cassettes. L'une d'elles en particulier faisait tourner la tête de Daniel, sujet 9, protocole d'initiation 1975, marqué du nom du père de Madame Carole. Le district scolaire avait déjà fait appel à une équipe fédérale d'expertise historique. Un laboratoire audio mobile devait arriver vers midi, mais Daniels n'a pas attendu. Il se tenait devant le seul endroit de la ville où l'on pouvait encore trouver un magnétophone à bande en état de marche, Miller S vinyle et audio, une petite boutique poussiéreuse à 3 pâtés de maison du centre-ville. Wa Miller, un vétéran du Vietnam qui tenait le magasin, avait ouvert tôt, juste pour Daniels. « Tu as de la chance que je ne jette jamais rien », dit Wa en tapotant la vieille machine argentée comme si c'était une voiture de collection. « Qu'est-ce qu'on écoute ? Quelque chose qui a été caché pendant près de 50 ans. Je ne suis même pas sûr que ce soit légal. » Wa esquissa un sourire entendu. « Fils, j'ai vu pire. » Appuie sur lecture. La machine émit quelques grésillements. Puis une voix se fit entendre, rauque, saccadée, indéniablement militaire. Ici, Harold Carroll. Le sujet 9 a terminé son adaptation primaire.
Sa rétention cognitive est supérieure aux seuils attendus. Le conditionnement a pris racine. Une pause. Aujourd'hui, nous commençons le processus d'intégration. En cas de succès, le sujet 9 sera le premier candidat viable à la suppression permanente de la mémoire intégrée. Objectif, dissociation à long terme de l'histoire opératoire. Daniel s'adossa à son siège. Une mémoire refoulée. Il continua d'écouter. Une autre voix, plus jeune et tremblante, suivit. Je ne veux plus faire ça. Je veux rentrer à la maison. S'il te plaît, puis-je parler à mon père? Procéder à la réinitialisation du cycle, lança le colonel d'un ton sec. L'enregistrement s'interrompit. Des parasites sifflèrent dans le haut-parleur. Daniel se tourna vers Oa. Tu peux faire une copie? Oa acquiesça solennellement, je suis dessus. Alors que la machine tournait à nouveau, Daniel sortit et appela le directeur Harding. Nous avons bien plus que des déchets de la guerre froide, a-t-il déclaré. Il s'agissait d'une expérience humaine, et si je ne me trompe pas, le sujet 9 aurait pu être un enfant. La voix de Harding tremblait. Quoi? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Cela signifie, répondit Daniels, que quelqu'un a utilisé ce bâtiment scolaire comme terrain d'essai. L'auteur de cette fresque a peut-être cherché à la dissimuler ou à la révéler. À son retour à l'école, un laboratoire mobile du FBI était stationné près du parking des professeurs. Les techniciens installèrent des scanners, passèrent la pièce au peigne fin à la recherche d'empreintes digitales cachées et commencèrent à cartographier les plans de la chambre secrète et du système de tunnel. Mais une chose était claire, ils ne trouvèrent aucune trace officielle du sujet 9. Ni date de naissance, ni numéro de sécurité sociale, ni nom réel. Ils trouvèrent autre chose. Dans le tiroir d'un vieux bureau de la pièce souterraine, enfoui sous la poussière et les papiers oubliés, se trouvait un petit médaillon en argent. À l'intérieur se trouvait une photo en noir et blanc d'une jeune fille, d'une dizaine d'années, et d'un homme en uniforme militaire. Daniel apporta le médaillon à Madame Carroll. Lorsqu'elle l'ouvrit, sa main se porta à sa bouche. « C'est moi, murmura-t-elle. Et c'est mon père. Je me souviens de cette photo. Je l'ai perdue quand j'étais enfant. » Le pouls de Daniel s'accéléra. « Madame, nous pensons que vous étiez peut-être dans cette pièce. Le sujet 9 était peut-être vous. » Silence. Elle s'assit lentement, essayant de respirer. « C'est impossible. Je me souviens d'avoir grandi à l'étranger. Je me souviens de l'école d'art et de l'appartement de ma mère en Allemagne. Je me souviens. » Sa voix s'éteignit, car soudain, elle ne se souvenait plus. Des fragments de souvenirs, des images effacées de néon, d'un homme avec un presse-papier, du carrelage froid commencèrent à lui revenir. Ses mains tremblaient. « J'ai toujours fait des cauchemars où j'étais enfermée sous terre, dit-elle, mais je pensais que c'était juste une peur d'enfance. Êtes-vous en train de me dire que c'est mon propre père qui m'a fait ça? » Daniel ne répondit pas, mais le regard dans ses yeux en disait long. Pendant ce temps, Dante avait repris son poste au bord de la classe. Il n'aboyait plus. Il se tenait là, observant le couloir tel un gardien, comme s'il attendait le retour de quelqu'un ou de quelque chose. Cette nuit-là, Daniels parcourut à nouveau les tunnels, cette fois avec le FBI. Ils découvrirent 3 autres compartiments secrets, chacun au contenu similaire, des bandes magnétiques, des boîtes métalliques et des photos d'enfants anonymes. C'était un PAN de l'histoire américaine qui avait été effacé ou qui avait tenté de l'être. L'affaire éclata 3 jours plus tard. Elle fit la une des journaux nationaux, expérience secrète de la guerre froide découverte dans un collège. Les parents furent indignés. Des manifestants se tenaient devant les grilles de l'école. Le ministère de l'Éducation lança une enquête interne. Mais au milieu du chaos, une image a capturé le cœur de millions de personnes, une photo de K9 Dante debout devant le tableau déchiré, le drapeau américain toujours visible derrière lui, les yeux rivés vers l'avant. Il avait découvert non seulement un mystère, mais la vérité. Et il l'avait fait non pas avec une arme, ni avec sa voix, mais avec l'instinct auquel seul un chien pouvait se fier.
L'école n'a pas ouvert le lundi suivant. À la place, des camionnettes de presse étaient alignées le long du trottoir, là où les bus déposaient les enfants. Le drapeau était en berne devant l'école non pas pour une personne, mais pour le souvenir de ce que le bâtiment avait inconsciemment abrité sous le sol de sa salle d'art. Les parents exigeaient des réponses. Les enseignants étaient assis dans un silence stupéfait pendant les réunions d'urgence du personnel. Certains demandaient à être muets. Quelques-uns démissionnaient discrètement. Dans son appartement, l'agent Daniels, assis à sa table de cuisine, feuilletait des documents que le FBI avait enfin déclassifiés. Dante était allongé à ses pieds, les oreilles frémissantes à chaque craquement du plancher ou au passage d'une voiture. Le dossier du dessus était intitulé Opération Pinceau silencieux, chronologie 1974 à 1977. Ce n'était pas un nom de code que Daniels connaissait déjà, mais il reliait les points qu'il avait reconstitués pendant des jours. La fresque que Dante avait déchirée n'était pas une peinture quelconque. C'était un message codé. Les motifs abstraits, les gris tourbillonnants, les rouges superposés, les touches de sépia, n'étaient pas une prouesse artistique. Il faisait partie d'une technique utilisée par les unités psychologiques militaires secrètes pour réveiller des souvenirs refoulés par exposition visuelle. Le genre d'exposition visuelle devant laquelle Madame Carroll s'était tenue sans le savoir pendant près de 10 ans. Elle n'avait pas seulement apporté le tableau de son père à l'école. Elle avait apporté la clé permettant de déverrouiller tout ce qu'il avait enfoui. Mardi, l'équipe médico-légale du FBI avait numérisé la plupart des bandes et des documents. Daniels était assis dans le centre de commandement mobile stationné derrière l'école, casque sur les oreilles, écoutant l'un des enregistrements d'une séance de 1976. Le sujet 09 continue de demander sa mère. Le protocole de suppression émotionnelle a échoué. Reprise chimique recommandée. L'artiste présente des signes d'hallucination visuelle. Les peintures devenaient erratiques, révélant peut-être plus que prévu. Daniels interrompit la vidéo. Sa mâchoire se serra. Ils avaient tenté d'effacer l'esprit d'une enfant, mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle devienne enseignante, et ils ne s'attendaient certainement pas à ce qu'un chien flaire la seule parcelle de culpabilité de son père capable de briser le silence. Le même jour, Daniels rendit visite à Madame Carroll. Elle n'était pas retournée à l'école et ne le ferait pas pour l'instant. Son petit cottage à la sortie de la ville était rempli de fournitures artistiques, d'albums photos poussiéreux et de cartons de vieux correspondants qu'elle n'avait jamais ouverts. Elle peignait quand il arriva non pas sur une toile, mais sur la vitre, ses doigts trempés dans du bleu, dessinant des volutes enfantines sur la vitre. « Je n'arrive pas à dormir, dit-elle sans se retourner. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois des couloirs qui n'existent pas et des visages que je ne connais pas, mais... » Daniel s'approcha. « Tu n'étais pas censé te souvenir, mais tu t'en souviens, et je pense que tu étais le seul à pouvoir le faire. » Elle hocha lentement la tête. « Tu crois qu'il l'a regretté? » « Mon père ?» Daniel hésita. « Je crois qu'il a essayé de l'enterrer en te donnant le tableau. Je crois que ça le hantait. » Puis il fouilla dans sa veste et déposa quelque chose sur la table derrière elle, une enveloppe rouge. Elle avait été cachée dans l'un des derniers tiroirs verrouillés découverts sous l'école. L'inscription sur le devant disait, pour MC, quand le monde sera prêt. Madame Carroll la prit d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de 2 pages. Elle la lut en silence, puis à voix haute. « Ma douce Maggie, si tu lis ceci, je suis déjà parti depuis longtemps. Je ne demanderai pas pardon. Je ne le mérite pas. Ils m'ont dit que je protégerais le pays, que je renforcerais le mien, que je protégerais la vérité des mauvaises mains, mais ils ne m'ont jamais dit le prix à payer. Je pensais pouvoir te protéger en cachant le passé. Mais peut-être que la vérité refuse d'être enterrée. Peut-être qu'elle veut être peinte. J'espère qu'un jour tu trouveras la force que je n'ai jamais eue. Tu as toujours préféré le bleu. Papa. » Des larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'elle posait la lettre à côté de ses pinceaux. Daniels resta muette. Parfois, le silence est le seul son que la vérité respecte. Plus tard dans la semaine,
le conseil scolaire a tenu une réunion publique. L'auditorium était bondé, parents, élèves, enseignants, journalistes locaux. Daniels était présent en uniforme, Dante à ses côtés. Lorsque le président du conseil a pris le micro, le silence est revenu. Nous avons pris la décision de fermer définitivement la salle 114, a-t-elle déclaré. L'espace sera scellé. Les documents seront remis aux archives fédérales. Mais nous savons que ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début d'une histoire qui n'aurait jamais dû être racontée. Un élève leva la main. Est-il vrai qu'un chien a tout trouvé? Daniels baissa les yeux vers Dante. Le berger allemand était assis, posé, noble comme toujours. C'est vrai, répondit Daniels en s'avançant. Dante n'aboyait pas seulement sur un tableau. Il aboyait sur l'histoire, sur la mémoire, sur une douleur que personne ne voulait affronter. Et d'une manière ou d'une autre, il le savait. Il le sait toujours. La foule a applaudi discrètement. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas déchaîné, mais c'était respectueux. C'était humain. De retour chez lui, Daniels ouvrit son ordinateur portable et saisit le titre sur le portail de soumission de Heroes for Animal, un chien canin découvre un secret caché dans le mur de l'école. Ce qu'il a trouvé a tout changé. Il cliqua sur publier. Puis il se tourna vers Dante. Prêt pour la suite, partenaire? Dante tapota le sol de sa queue, et quelque part au fond de l'esprit de Daniels, il savait que la suite allait suivre. 2 semaines passèrent. L'histoire de Dante, le chien policier qui avait découvert un secret gouvernemental vieux de plusieurs décennies, enfoui dans les murs d'un collège, était devenue virale. Les chaînes d'information nationales l'appelèrent « l'aboiement qui a brisé le silence ». Les talk-shows de fin de soirée en firent leur rubrique réconfortante du mois. Et pendant un instant, la ville de Fairhaven, dans l'Oregon, fut au centre de l'attention nationale. Mais l'agent Daniels ne regardait pas les informations. Il était assis sur une chaise pliante au fond d'un centre d'archives improvisé du FBI, dans une bibliothèque vide, et feuilletait un deuxième dossier qu'ils avaient failli manquer. La plupart des documents originaux avaient été remis au ministère de la Défense, mais quelques éléments subsistaient, éparpillés parmi de vieux cartons de fournitures scolaires et des placards poussiéreux que personne ne songeait à vérifier. Ce dossier était simplement intitulé « Sujet dit ». À l'intérieur, une photo granuleuse d'une fillette, peut-être âgée de 8 ans, boucles brunes, yeux démesurés fixant l'objectif. Un numéro était inscrit en haut, 8 412 010. En dessous, griffonné au stylo, aucun parent connu. Cycle final incomplet. Statut, disparu. Daniels fixa longuement la photo. Contrairement au premier sujet, Madame Carroll, qui avait vécu toute sa vie sans le savoir, sur son propre passé caché, celle-ci avait disparu. Pas de dossier médical, pas d'inscription scolaire, pas de papier d'adoption, juste une note, à peine lisible sur une photocopie, vue pour la dernière fois près de l'orphelinat de Southfield, 1982. Chien signalé comme dérangeant. Entrée refusée. Dossier clos. Un chien. On en revenait toujours au chien. Daniel s'adossa à sa chaise, les bras croisés, sentant le poids peser sur sa poitrine. Que faisait-il à ses enfants? Étaient-ils tous comme Maggie Carroll? Faisait-il partie d'un programme de contrôle mental corrompu de la guerre froide, devenu incontrôlable? Et pourquoi des chiens apparaissaient-ils sans cesse dans ces dossiers? De l'autre côté de la pièce, l'agent Beach, l'analyste principal du FBI sur place, s'approcha avec une nouvelle pile de cassettes et un sourire las. On dirait que vous avez vu un fantôme, dit-elle. Peut-être, répondit Daniels en brandissant la photo. Tu as déjà entendu parler du sujet 10? Beach prit le dossier, parcourut le contenu et expira lentement. On ne pensait pas qu'il y en avait d'autres, mais si c'est vrai, elle est toujours en liberté. Ou alors, on ne l'a jamais retrouvée, dit Daniels. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas seulement Maggie. Beach s'assit à côté de lui et jeta un coup d'œil à Dante, allongé tranquillement sous le bureau, toujours alerte.
Tu as déjà pensé que ces chiens se souvenaient de quelque chose, demanda-t-elle. Comme s'ils avaient été dressés pour plus que ce que nous savons. Daniels baissa les yeux vers Dante. Il se souvint de leur première mission ensemble, un raid dans un entrepôt de San José. Dante l'avait tiré hors de la trajectoire d'une poutre qui s'effondrait par le collier. Aucun entraînement préalable pour ce genre de réaction, juste de l'instinct ou quelque chose de plus profond. Admettons que oui, dit Daniels. Alors la vraie question est, que ne voyons-nous toujours pas? Ce vendredi-là, Madame Carroll visita l'école pour la première fois depuis l'incident, non pas pour enseigner, car elle avait pris un congé indéterminé, mais pour laisser un tableau. Il était à nouveau abstrait, mais plus chaleureux, des bleus et des blancs doux, des tourbillons de jaune et de vert. Il ne cachait rien. Il n'encodait aucun souvenir. Il invitait simplement à la paix. Pour les enfants, dit-elle. Quand Daniels la retrouva ensuite, elle semblait plus légère. Pas guérie, personne ne guérit aussi vite, mais plus entière, comme si nommer la vérité l'avait empêchée de s'envenimer en silence. J'ai rêvé d'elle, lui dit-elle spontanément. La fille du deuxième dossier. Je ne sais ni comment ni pourquoi, mais je la vois dans ses rêves. Elle se cache toujours effrayée, et il y a toujours un chien à proximité. Pas Dante. Un autre. Un border collie noir et blanc. Daniel sentit peut-être les poils se dresser sur ses bras. Elle pourrait bien exister, dit-il. On a trouvé un dossier. Aucune trace d'elle après 1982. Madame Carroll ne broncha pas. Au lieu de cela, elle regarda vers le bord du terrain derrière l'école, où un groupe d'élèves jouait au football. On devrait la chercher, dit-elle doucement. Daniel hocha la tête. On le fera. Cette nuit-là, il reprit son itinéraire de patrouille. Fairhaven était redevenu silencieux, mais l'atmosphère avait changé. Chaque ruelle, chaque entrepôt, chaque vieille maison abandonnée, tout semblait différent, comme si l'histoire observait encore, attendant. Dante était assis comme d'habitude, mais à mi-chemin de Main Street, il se redressa, les oreilles en avant. « Qu'est-ce que c'est » demanda Daniels. Dante laissa échapper un gémissement sourd. Il passait devant l'ancien terrain de Southfield, là où se trouvait autrefois l'orphelinat. Il avait brûlé des années auparavant, remplacé par un centre commercial qui n'avait jamais vraiment pris son envol. Daniels s'arrêta. Dante sauta hors de la voiture avant même que la porte ne s'ouvre complètement, le nez au sol, zigzagant sur le trottoir fissuré comme s'il suivait un objet invisible. Puis il s'arrêta, s'assit et fixa une plaque d'égout près du coin du parking. Daniels s'approcha prudemment, balayant du regard avec sa lampe torche. Aucun bruit, aucun mouvement, mais, gravé faiblement dans le ciment, à côté du couvercle, se trouvait quelque chose que Daniels n'avait jamais vu auparavant, un 4 Udi. Il s'agenouilla et passa ses doigts dessus. Ce n'était pas un numéro de rue. C'était une désignation. La fille au sujet d'Io était venue ici, et peut-être, juste peut-être, y était-elle encore. Daniels n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il a rédigé le rapport, appelé l'agent Beach et marqué l'emplacement pour une fouille complète. Cela prendrait du temps, des permis et un radar terrestre. Mais quelque chose lui disait que ce n'était pas fini. Alors qu'il se versait une deuxième tasse de café à 2h43 du matin, il jeta un coup d'œil à Dante, qui regardait par la fenêtre, la queue battant doucement. Il s'approcha. Dehors, au coin d'une rue sombre en face de son appartement, se tenait une jeune femme en sweat à capuche, pieds nus. Elle ne fit pas signe de la main. Elle ne bougea pas. Mais même à cette distance, Daniels vit la fille de la photo et à côté d'elle, un chien noir et blanc qui l'observait, l'attendant. L'aube approchait lorsque Daniels sortit enfin de son appartement. L'air était froid, le ciel encore d'un gris doux, strié de reflets orangés à l'horizon. Dante marchait silencieusement à ses côtés, les oreilles frémissantes au bruit de la vie matinale, la circulation au loin, le bruissement du vent dans les vieux sycomores, le bourdonnement sourd d'une ville qui commençait à s'animer. Mais Daniels ne pensait pas au petit déjeuner, au travail, ni même au débriefing du FBI. Il pensait à elle, la fille aux pieds nus,
celle qui avait disparu dès qu'il avait regardé par la fenêtre. Celle dont le visage correspondait à la photo du dossier du sujet dit seulement plus vieux, patiné par le temps et les souvenirs. Et debout à côté d'elle, le mystérieux chien noir et blanc. Pas de collier, pas de médaille, juste cette immobilité consciente comme Dante lorsqu'il sentait quelque chose au-delà de l'entendement humain. Il n'avait pas rêvé. Il le savait. Et même si les caméras au coin de la rue ne captaient rien ni ombre, ni mouvement, il croyait ce qu'il voyait. L'équipe de terrain était arrivée sur le vieux parking de Southfield. Ils avaient bouclé la zone autour de la bouche d'égout et installé un géoradar. Daniels, observant la scène depuis sa voiture de patrouille, sentit cette tension familière et lancinante à la base de sa nuque, pas vraiment de la peur, mais le poids de savoir que le passé n'était pas encore terminé. 20 minutes plus tard, la technicienne leva la main. « On a un espace creux sous le béton, dit-elle. À environ 3 mètres de profondeur, de la taille d'une petite pièce. » Daniels hocha la tête. Commencez à creuser. Les fouilles durèrent la majeure partie de la journée. Sous des couches d'asphalte, de terre et d'acier renforcé, ils découvrirent une chambre fermée sans serrure extérieure ni charnière, comme si personne n'avait voulu qu'elle soit retrouvée. Mais avec suffisamment d'effort, ils parvinrent à l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une petite pièce, mur nu, poutrance et rouillé, classeur moisi. Sur le mur du fond, à peine visible sous des années de crasse, se trouvait une fresque peinte à la main par un enfant, des personnages, une fillette, un chien, un portail, et au-dessus, griffonné à la peinture noire, Eddie. Je m'en souviens maintenant. Daniels entra, le cœur battant. Sur une étagère poussiéreuse, il trouva un journal. Les pages étaient fragiles, l'encre passée, mais lisible. Ils m'ont appelé 10. Ils ont dit que je n'avais pas de nom, mais si. Je l'ai juste oublié. Mais le chien s'en souvint. Il ne partit jamais. Je l'entends parfois, même quand les lumières s'éteignent. Je pense que c'est la seule partie de moi qu'ils n'ont pas pu effacer. La dernière page était déchirée. Mais au bas de la couverture intérieure, d'un gribouillage enfantin et précipité, étaient inscrits 3 mots, toujours à l'affût, toujours là. La nouvelle de la découverte éclata cette nuit-là. Les gros titres firent à nouveau le buzz dans tout le pays, un bunker de la Seconde Guerre froide découvert sous Fairhaven, un possible survivant identifié. Mais contrairement aux précédentes, la ville ne s'emballa pas, ni ne s'indigna. Des veillées aux chandelles furent organisées au collège Lincoln et sur le terrain de Southfield. D'anciens élèves de Madame Carroll racontèrent en ligne comment leur classe leur avait toujours semblé un lieu sûr, avant même que quiconque ne sache pourquoi. Des artistes ont commencé à recréer ces tableaux, interprétant les bleus et les ors comme des signes de guérison. Quant à Daniels, il a finalement trouvé la perle rare. Une femme de l'Idaho a eu vent de l'histoire et a contacté le FBI. Elle dirigeait un refuge pour chiens d'assistance à la retraite et a déclaré qu'un border collie noir et blanc s'était présenté à son ranch 11 ans plus tôt, à moitié affamé et nerveux. La seule chose à laquelle il a réagi a été le nom de Finn, le même que celui gravé sous la fresque murale de la pièce souterraine. Il était encore vivant. On l'amena à Fairhaven. Lorsque Madame Carroll le vit, elle s'agenouilla sans parler, et le chien marcha droit vers elle, posa sa tête sur son genou et ferma les yeux. Dante se tenait à proximité, remuant doucement la queue comme pour un salut silencieux. La ville a finalement reconstruit l'aile de l'école pour en faire une galerie d'art commémorative. Elle l'a baptisée « La chambre entre les murs ». Elle n'exposait pas d'art militaire traditionnel ni de réussites éducatives. Elle présentait plutôt des peintures d'enfants de tout le pays ou des œuvres qui exprimaient la douleur, la mémoire, le rétablissement et la vérité. La nouvelle œuvre de Madame Carroll était accrochée au centre, 2 chiens, Dante et Finn, debout à l'orée d'une forêt. À l'arrière-plan, une école, l'ombre d'une fille et une porte enfin ouverte. Daniels n'a jamais repris ses patrouilles habituelles. Il travaillait désormais à temps plein comme agent de liaison communautaire, enseignant aux enfants la sécurité, le courage et l'écoute, même lorsque le message leur parvient de la voie la plus inattendue. Et Dante est devenu une sorte de légende, un héros sans cape dont l'aboiement a changé des vies plus que 1000 discours ne le pourraient jamais. Parfois,
Tard le soir, Daniel jette encore un coup d'œil à ce coin de rue. Il n'a pas revu la fille, mais il est certain qu'elle est là, quelque part, peut-être pas physiquement, peut-être seulement dans ses souvenirs, mais bien réelle. Et quand il ferme les yeux, il entend toujours la même chose, un aboiement, un grattement et un murmure qui dit « Souviens-toi, la vie a une étrange façon de révéler ce qu'on s'efforce d'enfouir. » Parfois, cela prend des décennies. Parfois, il faut un chien. Alors, chers spectateurs, laissez-moi vous poser cette question, quelle part cachée de votre histoire attend encore d'être entendue? Et aurez-vous le courage de l'écouter?